Ah, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. J'attends encore un peu avant de passer, mais... Oh, quoique, allez. On va passer à ce layout là. Voilà. Et du coup, là, par contre, je vais juste essayer de... Ouais, là, c'est bien. Et puis, bon, on va attendre un peu que les gens arrivent. Moi, j'attends, hein, je vais pas parler tant qu'il y a personne. Enfin, après, je disais peut-être juste pour les gens qui regarderont la rediff, s'il y en a qui regardent, mais voilà, tant que le compteur de viewers il est bas, je vois pas l'intérêt de parler. Ah, quelqu'un? Non, ce qui est bien, c'est qu'au moins, là, je peux tester le retour et voir que bon, bah, ça va. Il n'y a pas grande durée entre le direct et ce que vous avez à la caméra.
Hop là. Et du coup, je vais faire un truc que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire voir que ça se redimensionne bien. Voilà, ça je m'en doutais que ça allait faire un truc dégueulasse comme ça. Alors, transformer, éditer. Celui-là. Vous avez le droit à la mise en layout en direct pour ceux qui sont un peu en avance dans le live. Si c'est pas du favoritisme, c'est surtout que je ne pense pas mes lives avant de les lancer. Hop, on va agrandir ça. Voilà. Et ça disparaît. Et ce qui fait qu'en attendant que des gens arrivent, personne n'a rien vu à part les gens de la rediff. Et j'espère que on m'entend en fait. Parce que je peux peut-être tester en faisant ça. Oui, ça marche. Après, je vais encore attendre un petit peu, mais s'il y a personne, on va le reporter ce live. De toute façon, je vais avoir des soirées de libre. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave.
comment ça va? Bah écoute, ça va, j'attendais que les gens arrivent, donc bah bienvenue, mets-toi bien, ça va commencer finalement, ça va pas être annulé. Coucou Julia, comment tu vas? Je suis là, bah, je lance mes lives à 20h30 environ, donc ça fait un petit moment que j'attends, mais enfin, je m'étais dit si à 22h, si à 21h il y a personne, je vais arrêter de streamer parce que ça vaut pas le coup. Mais si là il y a les gens qui commencent à arriver, oui, non, là on va commencer tout doucement. Bon bah écoute, si ça se passe bien, même si c'est chargé, c'est le principal, c'est déjà bien. Alors du coup, je pense que je le posterai aussi en sondage sur Twitter. Mais je vais en profiter bah, pour vous demander dans le chat ce que vous en pensez. Au début, je pensais juste appeler l'émission Les Pendules à l'heure quand c'était sur du debunk de conneries linguistiques, du genre bah, l'Académie française, hein, comme ce qu'on avait fait la dernière fois avec Azu. Mais je me suis dit en fait, ça serait pas mal pour les lives qui parlent linguistique de juste appeler ça Les Pendules à l'heure, même si ça n'a pas forcément énormément de rapport avec la linguistique, juste le terme Les Pendules à l'heure, mais voilà. Donc à voir ce que vous en pensez. Et du coup, Julia, ouais, tu m'étonnes que tu dirais pas non à un petit match. Et t'as toujours pas les hormones du coup? Ah merde, ah ça c'est con. Eh bah j'espère que... Ah t'y vas demain, bon bah. J'allais dire j'espère que t'as un rendez-vous dans pas trop longtemps pour le faire. Mais donc du coup, bah, s'il y a des... Si... faut que j'arrive à parler. Euh, donc comme d'hab hein, dans l'émission, c'est le but, c'est question-réponse. Si vous en avez, je réponds à vos questions, que ce soit linguistique ou autre. Du chill, de la discussion. Bon, bah là, j'ai pas de co-host. C'est quoi le mot en français? Bon, de co-animatrice, on va dire. Donc, je vous ai prévu un petit truc à voir si ça peut vous plaire. Mais on va s'occuper. J'ai un à 10 minutes de la maison, prêt pour que ce soit ouvert demain. Bah, ouais, j'espère aussi pour toi que ça sera ouvert. Je sais pas si tu peux checker ça en ligne ou pas. Mais donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est puisque j'ai j'ai des présentations de 30 40 minutes de quand je fais des exposés à mon assos qui portent assez souvent sur des thèmes linguistiques. Et je me suis dit, bah, autant commencer par un sujet qui peut être intéressant et pas trop compliqué. Donc, je me suis dit, allez, autant. J'avais envie de parler du handgull ce soir, donc si ça vous intéresse, on va partir là-dessus. Sinon, on peut juste rester là à discuter et à chill pendant, je sais pas le temps que durera ce live.
Mais avec les cocos, les erreurs en ligne sont plus trop d'actualité. Le Hangul, qu'est-ce que c'est quoi? Alors le Hangul, c'est l'alphabet coréen. Et qui est un alphabet qui est super beau et qui est hyper simple à comprendre et à lire en fait. Je crois voir à cet emoji qu'il y a une personne qui serait intéressée par justement le truc. Le parrain de ma fille est allé en Corée pendant je sais pas combien de mois. Eh ben écoute, si ça vous plaît, on va commencer. Alors c'est pas fait pour être, enfin, je sais que je vais avoir ma réputation de prof hein, qui va me talonner. Hein. C'est pas fait pour être du cours magistral. Hein. C'est vraiment de la présentation faite comme ça. Donc j'ai le chat juste à côté. Donc vraiment c'est, je réagis au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. On revient sur des trucs, etc. Hein. C'est pas fait pour être un cours magistral et des questions à la fin. Et je pense que pour des futures émissions, si ça plaît là un peu ce genre de truc, je recyclerai des présentations que j'avais faites déjà pour mon assos. Mais donc du coup, donc le Hangul c'est l'alphabet coréen, donc c'est l'alphabet qui est utilisé pour noter la langue coréenne. Et il faut savoir que avant, donc loin dans le passé, la Corée utilisait les hanja, donc qui sont adaptés des hanzi chinois, donc qui veut dire caractère des Han. Donc les Han, c'est l'ethnie majoritaire en Chine, ou en tout cas l'ethnie sur laquelle s'est formé le mythe national chinois. Et pour ceux qui connaissent un peu le japonais, ce terme de hanja et son équivalent en chinois hanzi, c'est le même qui a dérivé en kanji et qui veut dire exactement la même chose, qui veut dire caractère des Han, et c'est littéralement les caractères empruntés au chinois. Et donc ça, c'est en gros jusqu'au XVe siècle, jusqu'à ce que l'empereur Sejong invente le Hangul, donc l'alphabet coréen, qui développe donc dans ce qu'il appelle le Hunmin Jeongeum, donc les sons corrects pour l'éducation du peuple. Et donc il y a une fameuse citation de lui, donc c'est le sage peut l'apprendre avant la fin de la matinée et l'idiot peut l'apprendre en l'espace de 10 jours. Alors est-ce que c'est la même modification de la propre langue qui n'était pas pareille qu'il y a X temps? Alors dans l'idée oui, c'est là vu que c'est plus des emprunts à la langue chinoise, c'est un peu comme du genre des mots qu'on a empruntés entre Hanzi et Kanji. Oui, c'est ça. Alors il y a de toute façon une évolution phonétique et phonologique des langues au fur et à mesure. Mais c'est un peu comme quand on regarde des mots qui sont d'origine française ou en tout cas franco-normande qui sont passés en anglais, ou des mots anglais qui sont passés en français. Donc si on regarde par exemple, là il y a un exemple que j'adore, c'est celui de redingote, qui est un mot qui sonne typiquement français, mais qui est la déformation de l'anglais riding coat. Donc le manteau qu'on met quand on fait du cheval. Et à l'inverse, bacon, qui est un mot qui par excellence sonne britannique, ou en tout cas anglophone, ça vient de l'anglo-normand bacon qui désigne une jambe de jambon séché, une jambe de porc qu'on fait sécher. Et alors après, il faut savoir aussi que Hanzi, Hanja et Kanji, c'est les prononciations actuelles en mandarin, en coréen et en japonais des termes, mais c'était sûrement pas exactement comme ça qu'ils étaient prononcés à l'époque. Et donc faut se dire que c'est la manière dont ça a évolué depuis le vieux japonais, qui lui-même l'a interprété par rapport à la phonétique du vieux japonais, par rapport à comment c'était en vieux chinois. Et je savais pas pour le bacon, si, il y a énormément de mots en anglais qui viennent du français, et alors que ce sont des mots qui sonnent typiquement anglais.
Donc tu as bacon, tu as le verbe surrender qui vient de se rendre. T'en as d'autres comme ça, mais je te les retrouverai. On pourra faire, je pense, un live anglicisme et gallicisme dans les deux langues, pour voir que justement, on fait juste un ping-pong linguistique depuis 1500 ans. Bah écoute, je suis super contente que tu trouves ça ultra intéressant. Alors par contre, la notification, c'est non. Je ne veux pas de bruit. Tous les paramètres. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Je pourrais passer des heures à écouter ça. Et bah écoute, moi j'ai des heures de contenu, donc je pense que tant que le confinement durera, il va y avoir des lives de contenu comme ça. Donc si ça vous plaît, tant mieux. Du coup, dès les années 1440, donc quand le Hangul commence à être développé, parce que c'est un alphabet qui est très simple, donc en fait il permet assez facilement d'éduquer la masse illettrée. Et le problème, c'est du coup que l'élite lettrée qui a appris le système graphique chinois, donc c'est un système graphique qui est très compliqué, d'autant plus quand il est adapté pour une langue qui de base n'est pas une langue chinoise. Ça nécessite pour l'apprendre des heures et des heures d'apprentissage. Ça nécessite le plus souvent un précepteur. Et donc, ça nécessite de pouvoir se payer les études d'apprentissage de la langue. C'est pas dans la même mesure, mais un peu la même idée qu'il y a eu au XVIe siècle, quand l'Académie française a décidé de redonner énormément d'étymologie dans l'orthographe du français. Il y avait une idée derrière de distinguer la masse illettrée qui parlait français mais qui ne savait pas forcément l'écrire, de l'élite éduquée qui, elle, savait parler français et savait écrire correctement français. Et c'est aussi pour ça qu'encore aujourd'hui, on a un énorme poids en français sur l'importance qu'on porte à l'orthographe. Et qu'on interprète le plus souvent quelqu'un qui ne sait pas bien orthographier quelque chose comme étant quelqu'un de stupide, alors que c'est complètement con. Une langue, ça se parle avant de s'écrire. Du coup, il n'y a pas de contraction des symboles. Je pense aux japonais qui utilisent les hiragana pour la prononciation des kanji, qui le font beaucoup pour les dessins animés. Alors, est-ce que tu peux plus préciser la question, parce que je vois pas vraiment comment je pourrais répondre là, vu comment elle est posée, je vois pas comment je pourrais y répondre clairement. Mais du coup, donc pendant que tu précises, je continue un peu. Donc du coup, de 1504 à peu près le XVIIe siècle, l'alphabet Hangul est complètement interdit en Corée. L'écriture se fait uniquement, en tout cas l'écriture officielle se fait uniquement avec les hanja. Il y a une période de renouveau à partir de 1894 et en fait, le Hangul n'a pas disparu pendant toute cette période. Il a été conservé, notamment comme alors c'est les hiragana, je crois. Il me semble que c'est je vérifierai si c'est les hiragana ou les katakana en japonais, qui ont été conservés ou en tout cas très utilisés par les femmes et les poètes. Donc qui sont considérés comme des sous-classes entre guillemets pour l'utilisation linguistique. Et donc encore une fois, on voit que les systèmes d'écriture survivent grâce à ceux qu'on dénigre. Alors du coup, est-ce qu'il y a des mots qui ne s'écrivent pas de la même façon qu'une simple association de mots? Nous, on écrit chaque lettre l'une après l'autre d'un mot. Les japonais, quand ils écrivent plusieurs hiragana à la suite, ça change la forme graphique du mot en entier. Alors, ça change pas quand tu écris, faut pas confondre entre les kanji qui sont des idéogrammes et les hiragana qui est un syllabaire. Donc chaque symbole représente une syllabe. Donc le fait c'est que quand tu écris en hiragana ou en katakana en japonais,
c'est exactement la même chose que nous, en français ou en anglais, etc., quand tu écris dans l'alphabet latin. Tu mets des symboles les uns après les autres, et en fait, tu prononces symbole après symbole. Après, effectivement, pour les kanji, un kanji en lui-même peut avoir énormément de prononciation, et la prononciation des kanji peut varier en fonction de s'ils sont dans un contexte ou dans un autre. Donc, est-ce que le Hangul se rapproche du hiragana ou d'une autre? Le Hangul, c'est un alphabet. Donc, chaque symbole représente vraiment une lettre, que ce soit une consonne ou une voyelle, et on va voir justement comment est-ce que ça s'écrit. Et effectivement, ça se combine d'une certaine manière, mais justement, on va y venir, c'est prévu, t'inquiète pas. Donc du coup ensuite on a la période 1910-1945, c'est l'occupation japonaise, hein, puisqu'il faut pas oublier que le Japon c'est pas que de la douceur et les Japonais sont très doués pour faire oublier leur passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la Corée est sous occupation japonaise et devient un territoire japonais jusqu'en 1945, et la langue coréenne et le Hangul sont interdits. La Corée est un territoire japonais, il faut parler japonais et écrire japonais du coup. Et donc en 1946, après la libération, on a une version définitive entre guillemets, c'est la dernière en date, et donc c'est la version moderne de l'alphabet Hangul. Donc on va voir là dans le truc. Donc ce qui fait que nous, notre alphabet, effectivement, il dérive, mais de loin. Il a une énorme histoire, hein, puisqu'on peut le retracer jusqu'au proto-sinaïtique. Les écrits du mont Sinaï, et en gros, la première vraie forme utilisée en tant que telle, c'est l'abjad phénicien. Et donc là, l'image, c'est juste un peu pour montrer comment est-ce que cet abjad a dérivé pour donner l'alphabet grec, puis l'alphabet romain. Donc l'alphabet latin qu'on utilise aujourd'hui. Et oui, cette image est géniale. Et ce qui est bien, c'est que, alors il y a un code couleur que j'apprécie pas tant que ça, parce que il tente de faire un dégradé au niveau du proto-sinaïtique ou du phénicien. Mais j'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir un code couleur vraiment pour les lettres qui sont apparentées. Par exemple, là, parce qu'elles sont complètement à part, on voit que F, U, V, W et Y descendent de la même lettre. Ils descendent du WAW ou du VAV phénicien. Mais K, L, M, N sont pas du tout apparentés. Et pareil, C et G sont apparentés, mais A, B, C sont pas apparentés. Mais ça, à la limite, je pense que l'histoire de l'alphabet latin, ça sera encore pour une autre fois, parce que c'est long le temps d'évolution pour l'alphabet latin. Et c'est passionnant aussi, mais il faut bien se concentrer sur certains sujets à certains moments. Mais donc du coup, l'alphabet, nous qu'on utilise, les symboles, voilà, ils ont une signification. Mais l'alphabet Hangul, il a un truc en plus, donc c'est un alphabet que j'aime bien appeler scientifiquement beau. Les Anglais parlent de featural alphabet, et en français, il n'y a pas de terme. Franchement, j'ai recherché, donc on pourrait parler soit d'alphabet featural, soit d'alphabet featurel, si on voulait faire un calque par rapport à l'anglais. Mais on n'a pas vraiment de terme en français pour transcrire ça. Mais en gros, c'est le fait qu'on va indiquer dans l'écriture même de la lettre des éléments de phonétique. Donc on va regrouper avec des symboles qui se ressemblent des sons qui se correspondent plus ou moins. Alphabet fonctionnel, on pourrait, mais je trouve que fonctionnel n'a pas forcément exactement le même sens dans le langage courant en tout cas que featural en anglais. C'est fonctionnel a trop le sens de qui fonctionne, qui est fonctionnel justement.
Et ouais, non, pareil pour utile, ça retranscrit pas forcément l'idée qu'il y a derrière. Mais parce que, donc, par exemple, là, on a le fonctionnel se rapproche de utile pour moi. Oui, c'est un peu le. Mais c'est un peu pour ça qu'il y a certains termes utilisables. Bah, c'est vraiment pas dans ce sens de fonctionnel utile utilisable. C'est vraiment dans enfin, ce, c'est vraiment de dire que enfin, c'est c'est vraiment de dire que oui, il y a une feature particulière du système de l'alphabet qui fait que les symboles qui se ressemblent correspondent à des sons qui se ressemblent. C'est ça, c'est plutôt dans le sens fonctionnalité. Puisque en fait, donc là, vu que c'est un PDF, malheureusement vous n'aurez pas les belles animations où vous voyez toutes les lettres se réarranger comme il fallait, mais donc là vous avez les 22 consonnes du coréen, si je ne dis pas de bêtises. Mais en gros, donc, on peut plus ou moins les regrouper en 4 groupes et 4-5 groupes en fonction de est-ce que ça ressemble plus à une boîte, est-ce que ça ressemble plus à une sorte de C, est-ce que ça ressemble plus à une sorte de petit chapeau ou est-ce que ça ressemble plus à quelque chose de couvert. Et les 3 autres que bah, du coup je classe vraiment à part. Et donc du coup bah voilà, ces groupes-là, voilà, ils ont des petits noms. Euh, donc pour l'instant, ça dit rien, mais parce que j'ai pensé quand même au truc, hein, c'est réfléchi, hein, je fais peut-être de la merde, mais je fais pas tout le temps de la merde. Donc il y aura des moyens mémotechniques pour retenir quel groupe correspond à quel type de son. Et donc la même chose avec les voyelles, donc on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de voyelles que dans l'alphabet latin, hein, puisque en alphabet latin, on en a 4, A, E, I, O, U, 5, pardon, faut que j'arrive à compter. 6 si on compte le Y, certaines langues comptent le Y comme une consonne, donc voilà, c'est 5 ou 6. Mais le Hangul en a un petit peu plus. Et donc pareil, on peut plus ou moins les regrouper en groupe, en fonction de comment est-ce qu'elles sont dessinées, comment sont les traits secondaires. Donc ce qui va nous permettre, du coup, bah, justement de définir comment est-ce qu'on va pouvoir prononcer ces termes. Et donc du coup, là où le Hangul est encore un cran au-dessus parmi les alphabets featurels, c'est que on peut indiquer par n'importe quoi une distinction phonétique ou phonologique. Le but du tracé du Hangul, c'est de mimer avec le tracé des lettres la forme de la bouche quand on produit le son. On a 6 pauvres voyelles, je me demande encore si le Y s'est pas perdu, et là, pop, il y en a plein, c'est ça. Ah mais j'ai même pu compter. Donc du coup, magnifique schéma de la bouche, admiré. Et donc du coup, le groupe de l'espèce de carré, donc ça va être les consonnes bilabiales, donc celles qui sont formées à l'avant de la bouche, donc bilabiales avec les 2 lèvres. Donc ça va être les sons me, b, pe et p. Alors le graphique il n'indique pas. Déjà là le graphique c'est juste pour avoir un schéma un peu de la cavité buccale. Puisque si on regarde un peu les lettres qui sont indiquées, les exemples, c'est le système phonétique anglais. Mais donc du coup, donc, le premier groupe qu'on avait vu tout à l'heure, c'est les bilabiales. Donc on peut imaginer que le carré, ça représente du coup la bouche. Le groupe de l'espèce de coin, alors qui des fois a son chapeau, mais l'espèce de coin, donc c'est les alvéolaires, donc c'est toutes celles qui vont se retrouver avec quand vous mettez la langue derrière les dents, juste derrière les dents, juste avant le palais dur. Donc ça va être ne, de, te et te. Et donc on peut imaginer que cette espèce justement de forme, c'est la langue qui remonte vers l'alvéole.
Le troisième groupe, donc c'est le groupe des spirantes. Donc le plus souvent c'est aussi des alvéolaires. Donc on va avoir donc the, se, dje, tche et tche. Donc là qui représente plus la forme des dents, des dents du devant pour symboliser justement l'air qui siffle entre les dents. Et donc bah du coup cette frication en fait. Et le quatrième groupe, donc c'est le groupe des vélaires. Et donc là, il faut imaginer que le petit schéma, c'est la langue qui vient se coller au fond du palais, donc sur le vélum, sur la partie molle du palais. Et donc c'est ge, ke et ke. Et donc du coup, le groupe que j'avais qualifié de autre, c'est un peu le reste. Donc on a les consonnes dites liquides, donc le et re, la consonne aspirée he et la consonne neutre ou le coup de glotte, donc le e. Mais ce qui fait que tout ça, voilà, c'est très théorique, très théorique. Maintenant, on va se pencher sur des termes beaucoup plus basiques parce que tout le monde ne se repère pas forcément avec les symboles de l'API. Donc, le premier groupe, moi je l'ai appelé le groupe de la maison. Parce que l'espèce de carré, pour moi, je pense à une maison. Et pourquoi est-ce que je pense à une maison? Parce que vu que c'est le groupe des consonnes bilabiales, ça va être le groupe de tous les sons qui sont en rapport avec me, avec les lèvres. Donc c'est pour ça que c'est le groupe de la maison. Donc c'est pour ça donc on va avoir la première consonne, donc c'est me. La deuxième, ça va être b. La troisième, p. Et la quatrième, p. Et donc, vous voyez qu'il y a à chaque fois il y a une première colonne et une deuxième colonne. Il faut savoir que les syllabes en coréen peuvent avoir une consonne au début et une consonne à la fin. Et donc, du coup, même si ça varie pas trop, il peut y avoir une différence de prononciation entre si la consonne est au début et si la consonne est à la fin. Mais voilà, le plus souvent, c'est pas non plus très éloigné. Voilà, par exemple, là, le seul changement qu'il y a, c'est que la consonne B, elle passe à P si elle est en fin de syllabe. C'est tout. Les autres, elles restent identiques. Ensuite, le deuxième groupe, je l'ai appelé le groupe du Kannada. Alors, parce que ça ressemble à un C, cette espèce de truc-là, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas le groupe des consonnes comme que, etc. Donc je me suis dit, en fait, c'est le groupe du Kannada. C'est les sons ne, de. Présenté comme ça n'a pas l'air simple et en même temps, ça me rappelle certains cas du russe. Oui, effectivement, le russe a un système, comme énormément de langues, de dévoisement des consonnes finales. Ce qui a assez lieu là en coréen. Même si, techniquement, ils ont très rarement le son B. En fait, c'est un peu comme en mandarin, la consonne qui va être notée B, le plus souvent, elle va être prononcée P. Et là où en fait, faut que je quitte le live sous IRL, je regarderai la rediff si tu l'actives, à bientôt. Et à bientôt, et oui, la rediff sera en ligne, pas de souci. Bye bye, et j'espère que ton souci IRL se réglera assez vite et assez proprement. Et donc ouais, non, le coréen comme le mandarin, il fonctionne sur un système de, au lieu de distinguer be et pe et de considérer que pe et pe avec l'aspiration c'est la même chose, eux ils considèrent que be et pe c'est la même chose, enfin c'est deux variations de la même chose, mais que pe et pe avec l'aspiration c'est deux choses différentes. Donc c'est pour ça qu'ils ont une même lettre qui va, en fonction du contexte, s'écrire be ou pe et se prononcer quasiment tout le temps pe et des fois be, et une lettre qui représente vraiment le son pe, qui est la dernière du groupe.
Donc ensuite, donc voilà, l'espèce de nez, bah, c'est la lettre N, donc le N. Et donc du coup, son équivalent avec un toit, donc c'est le de, donc qui en fin de syllabe fait T. Et il faut se dire donc quand on rajoute une petite barre, ça va faire l'aspiration, donc ça va faire le T. Le troisième groupe, c'est le... Alors, moi je l'appelle le groupe du lapin parce que je trouve que cette lettre-là, elle ressemble à un museau de lapin. Et quand je pense lapin, bah, je pense aux dents. Et donc bah, du coup, vu que c'est tous les sons qu'ils vont avoir avec les dents, et je sens que je vais me faire clipper pour faire ces imitations de lapin. Donc du coup, voilà. Après de toute façon, là c'est présenté comme ça, mais en fait l'intérêt c'est les moyens mémotechniques que j'ai trouvé pour moi retenir l'alphabet Hangul. Il faut, si elles ne conviennent pas, il faut que chaque personne l'adapte en fait. C'est le but d'un moyen mémotechnique. Si le moyen mémotechnique ne convient pas, il faut l'adapter. Et donc du coup, bah, on a la lettre simple qui est donc le son SE. Si elle est doublée, bah, c'est SE, mais prolongé, plus long. Avec son chapeau, c'est T ou J en fonction de la prononciation. Et avec son chapeau plus la petite barre au-dessus, c'est T avec l'aspiration. Et donc là, c'est vraiment un cas particulier parce que en finale, elles font toutes T. Et moi, mon moyen mémotechnique, c'est que bah, au final, les lapins, ça mange des carottes. Voilà, ça mange des carottes. Et le dernier cas, enfin le dernier groupe, c'est le groupe qui est couvert, c'est le groupe des lettres qui ont un toit. Et vu que c'est le groupe couvert, bah, c'est les sons G et K. Donc, on a la première, donc, comme pour B, P et D, T, elle va se prononcer quasiment tout le temps que, mais dans l'orthographe, bah, elle va être soit retranscrite G en début, soit que en fin. En doublé, elle va s'écrire avec 2 K. Et avec sa barre supplémentaire pour indiquer l'aspiration, ça va être bah, du coup K. Et donc du coup, ouais, j'ai réussi à me louper à oublier une diapo. Yes, ou alors j'ai doublé une diapo, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Le groupe autre, donc il y a le 0, donc, qui est représenté par... voilà, c'est vraiment cette consonne qui est ronde, puisqu'en fait, le coréen fonctionne de telle manière à ce qu'il ne peut pas y avoir de syllabes qui commencent par une voyelle. Ça, oralement, phonétiquement, il y a des syllabes qui commencent par une voyelle, mais orthographiquement, c'est pas possible dans le système. Donc ils ont une consonne spéciale pour noter en début de dire bah il n'y a pas de son de consonne. Donc c'est celui que j'appelais 0 parce que c'est juste un cercle. Et quand il est en fin de syllabe, il fait donc il se retranscrit NG et il fait le son NA. Ouais, c'est une règle un peu singulière, mais c'est une règle qui est pas si bête quand on va venir après justement sur comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on combine les lettres pour écrire en coréen, parce que ça simplifie quand même vachement les trucs. Et donc du coup, donc mon moyen de mémotechnique pour le rond, hein, pour la consonne neutre, c'est que bah, en début de syllabe, vu que c'est un 0, il fait pas de son. Et à la fin, c'est comme au partiel à la fac. Si à la fin t'as un 0, ta réaction c'est... Ensuite, la deuxième consonne, donc pour moi c'est celle du chapeau, parce que j'ai vraiment l'impression de voir une petite tête avec un chapeau dessus. Et le mot chapeau en anglais c'est le mot hat. Et bah tout simplement, en début de syllabe, elle va représenter le ha, et en fin de syllabe, elle va représenter le t.
Et de la même manière, l'espèce de consonne qui serpente, j'aurais pu l'appeler le serpent, mais il y aurait eu confusion avec le son SE, donc j'ai préféré l'appeler le reptile. Et en plus, c'est très bien parce que du coup, en début de syllabe, elle est retranscrit R, et en fin de syllabe, elle est retranscrit L, comme dans reptile. Et donc du coup, en début de syllabe, elle est prononcée L, et en fin de syllabe, elle est prononcée L. Donc je pense que de toute façon, là, je suis resté assez de temps pour expliquer du coup le groupe autre sur cette diapo pour que les gens qui veulent voir donc du coup au niveau de l'API comment ça se prononce exactement, en sachant que je l'ai déjà dit avant. Et donc du coup après on passe aux voyelles. Et donc les voyelles on les distingue, il y a deux groupes avec à l'intérieur deux sous-groupes, c'est en gros quel est le trait principal de la voyelle, est-ce que le trait est vertical ou est-ce que le trait est horizontal, et ensuite est-ce que le sous-trait ou les sous-traits sont pour le groupe vertical, est-ce qu'ils sont vers la gauche ou vers la droite, et pour le sous-groupe horizontal, est-ce qu'ils sont vers le haut ou vers le bas, tout simplement. Donc du coup, dans le groupe vertical, celle qui ressemble à un I, c'est tout simplement la voyelle I. Là, il n'y a pas de piège. Et ensuite, donc, il y a tout le sous-groupe de celles qui sont tournées vers la gauche. Et là, il va falloir qu'on parle politique 2 secondes. Si je vous dis gouvernement français et politique de gauche, la réaction que le plus souvent vous allez avoir, c'est et c'est exactement la bonne réaction à avoir parce que c'est le son que font ces voyelles. Donc, dans l'ordre, on a y, et ensuite y. Et donc, on peut remarquer que quand elles ont un seul trait, c'est la voyelle simple, et quand elles ont deux traits, c'est la voyelle avec un y devant. Et de la même manière, celles qui sont tournées vers la droite, si je vous dis politique de droite, vous me dites eh ben merci Julia parce que j'ai passé des heures à chercher mes moyens mémotechniques. Et donc du coup voilà, le sous-groupe de droite c'est les voyelles en A. Donc on a A, Ya et A, Ya. Et en vrai, entre la voyelle qui est retranscrit AE et la voyelle qui retranscrit E, il n'y a plus trop de différence à la prononciation, donc les deux sont plus ou moins prononcés E. Et de la même manière, entre celle qui est retranscrit YAE et celle qui est retranscrit YE, il n'y a plus énormément de différence, donc elles sont à peu près toutes les deux prononcées YE. Ensuite, donc on a son groupe horizontal. La voyelle juste horizontale, j'ai pas de moyen mnémotechnique, il faut retenir qu'elle fait le son E. C'est un peu comme le OU, mais il y a deux manières de le voir, c'est soit comme le OU, mais au lieu d'avoir les lèvres arrondies, on n'arrondit pas les lèvres, donc au lieu de faire OU, on fait E. Et l'autre manière de le voir, c'est au lieu de faire un peu Poker Face style. C'est l'autre manière de le voir, c'est comme quand on fait un U, parce que la différence, par exemple, la différence entre I et U, la seule différence, c'est le fait que les lèvres sont arrondies ou pas. Parce que le point de pression, il est au même endroit dans la bouche. Entre I et U, le point de pression, il est au même endroit dans la bouche. Donc c'est la même idée entre OU et E. Et donc l'idée c'est, si quand on fait un U, si on recule dans la bouche, on va arriver à un OU. Donc si on fait U, voilà. Et de la même manière, si on fait un I et qu'on recule de la même manière, on va arriver à un E. Donc c'est un son qui est assez proche du OU, assez proche du U, donc c'est pas très grave si on l'approxime par un U, si on sait pas exactement le prononcer, mais c'est le même son E qu'en japonais en fait. C'est vraiment le E japonais, c'est celui-là. Et donc ensuite, donc on a le sous-groupe
avec les lettres qui pointent vers le haut. Et donc bah, tout simplement ce sont les sons qui sont hauts. Je suis en train de le faire, j'ai galère d'une cote dans ma piole, c'est un sketch. Ah non mais t'inquiète pas, quand on essaye d'apprendre des nouveaux phonèmes, on a l'air con forcément. C'est un peu la base. Donc du coup, le sous-groupe O, donc le sous-groupe des voyelles qui sont dirigées vers le haut, bah, c'est tout simplement le son O. Donc un trait c'est O, deux traits c'est Yo. Et ensuite, donc si on regarde, les trois suivantes, c'est des combinaisons entre O et une autre voyelle en fait. Donc on a O et A, donc bah, ça va donner Wa. O et E, ça va donner Ouais. Et O et I, il me semble que celui-là donne Oui aussi. De toute façon, il me semble que là, j'ai pas merdé et qu'il y a la prononciation qui arrive après. Et à l'inverse, bah, le sous-groupe qui pointe vers le bas, bah, quand c'est vers le bas, c'est bouh, on fait bouh. Et donc, bah, c'est le son OU. Et donc, bah, de la même manière, un trait c'est OU, deux traits c'est YOU. Et après, on combine. Donc, on a OU et ça fait WO ou WE. OU et ça fait WE. Et OU et I, ça fait. Alors, celui-là, j'ai un doute. Je crois qu'il se prononce. Je crois que c'est le piège. Et je crois que celui-là, il se prononce pas oui, mais il se prononce oui. Comme en Champagne. Et donc, du coup, il y a une voyelle que je peux pas classer entre le groupe vertical et le groupe horizontal parce que c'est littéralement la combinaison de la voyelle horizontale simple et de la voyelle verticale simple. Donc, qui lui est retranscrit oui. Et il me semble que lui se prononce oui. Voilà, au niveau des prononciations. Donc, parce que, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, franchement. Donc voilà, donc effectivement, donc il se prononce V, donc qui est plus, enfin, c'est le même bail qu'entre OU et E, donc entre la différence de est-ce qu'on arrondit ou est-ce qu'on n'arrondit pas les lèvres. Donc là, au lieu de faire oui en arrondissant les lèvres, on fait oui sans arrondir les lèvres. Et bah bon Doliprane, mais promis, je ferai un live pour expliquer l'API parce que l'API est pas si compliqué que ça. En fait, quand tu comprends le système, il est pas si compliqué et de toute façon, tu le mémorises pas d'un coup. Tu apprends au fur et à mesure des langues pour lesquelles ça t'est nécessaire. Et donc du coup, voilà. Donc je tiens à juste préciser que on peut voir. Alors, est-ce que je peux le sélectionner? Je sais pas si ça apparaît, mais normalement voilà. Donc là, le E qui est là et le U qui est là. Donc ça, c'est les vieilles prononciations entre guillemets. C'est les prononciations qui sont plutôt faites par les personnes âgées. Elles ont tendance à disparaître. Et dans la majorité des cas, la population jeune en Corée, elle a plus tendance à prononcer ces lettres. Donc we et pas e, et ui et pas u. Donc du coup, voilà, les lettres, c'est fait. Ok, mais maintenant, c'est vraiment comme ça qu'on écrit. Quand j'ai vu du coréen écrit, ça ressemblait pas à ça, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est de la merde, cette présentation, on nous ment, le gouvernement ne nous dit pas tout, et vous, bande de moutons, wow. On se calme. On se calme, ça va aller. Et effectivement, pour l'instant, on a juste appris à écrire les lettres. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, du coup, on va faire du Minecraft. Et quand je dis faire du Minecraft, c'est-à-dire on va construire des blocs avec nos lettres. On va construire des blocs qui constituent des syllabes. Voilà, qu'est-ce que quoi? Alors, j'adore ta présentation. La présentation, enfin, je recycle une présentation que j'ai fait en live devant un amphi. Donc, elle n'est pas forcément autant animée, malheureusement, qu'elle l'aurait pu l'être devant l'amphi. Mais je vais essayer de faire je vais essayer de les adapter au mieux, les présentations. Mais après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve que je m'en sors pas mal. Et donc pour répondre au qu'est-ce que quoi de on fait du Minecraft avec les syllabes, il y a une règle
que j'ai appelée la règle du Gvötel. Et cette règle du Gvötel, outre le fait que je lui ai trouvé un nom qui est dégueulasse, mais que au moins il va être retenu facilement, parce qu'il est tellement dégueulasse que, et je vais tellement le répéter que c'est Gvötel, que ça va rester ancré en tête comme une connerie, c'est que donc la règle du Gvötel, c'est que une syllabe, ça commence toujours par une consonne. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a la consonne neutre, qui correspond à aucun son en début de syllabe. On ne peut pas commencer une syllabe par une voyelle. Une syllabe, ça commence toujours par une consonne. On dirait un nom de race alien dans Doctor Who. Mais oui. Mais alors franchement, si un jour on se retrouve avec des Gvötel, je veux un copyright et des royalties. Donc du coup, la deuxième... Donc ça c'est pour le C de Gvötel. C'est la syllabe commence toujours par une consonne. Pour le V, c'est il y a toujours au moins une voyelle dans la syllabe, parce que sinon t'es un petit peu emmerdé si t'as pas la moindre voyelle, bah c'est voilà, c'est t'essayes de prononcer Gvötel. Donc il y a au moins une voyelle, il peut y en avoir deux. Donc bah, c'est le cas qu'on avait vu, je vais remonter quelques diapos avant. Par exemple des doubles voyelles comme wa, we, oui, wo, we et oui. Donc il peut y en avoir deux, c'est considéré comme deux, mais voilà, dans l'idée c'est il y a une voyelle. La troisième règle, donc c'est le T, c'est un bloc fait toujours la même taille qu'un autre bloc, ce qui permet d'écrire le coréen avec une certaine aisance, puisque il suffit vraiment, si on a un papier quadrillé, on peut se prendre un grand carreau et dire bah voilà, j'écris ma syllabe de coréen dans cet espace là. Et du coup voilà, on sait qu'on aura toujours cet espace pour écrire une syllabe et que ça changera jamais, quelle que soit la longueur de la syllabe, même s'il y a une voyelle longue, même s'il y a plusieurs consonnes, même s'il n'y a pas de consonne à la fin, ça fera toujours la même taille. Et donc du coup, la quatrième règle, le L de Gvötel, c'est on écrit toujours de manière logique. Donc c'est-à-dire qu'on commence dans le coin en haut à gauche, et on va écrire de gauche à droite d'abord, et ensuite de haut en bas. Et mon moyen mnémotechnique pour retenir si vous avez respecté la règle du Gvötel, c'est que si jusqu'ici vous avez respecté le Gvötel, ça va, T large. C'est VTL, voilà. C'est cadeau, c'est pour vous. Et donc du coup, là j'ai représenté à quoi peut ressembler le bloc, avec sur la gauche les consonnes, donc initiale et finale, et sur la droite les voyelles. Et donc du coup, une syllabe en coréen, ça peut ressembler schématiquement, hein, on va en voir des exemples après, mais schématiquement ça peut ressembler à ça, comme à ça, si jamais la voyelle est horizontale au lieu d'être verticale. Ça peut ressembler à ça, si jamais il y a une double voyelle. Si jamais on a une consonne finale, on va stretch le truc, et on va avoir le même pattern. Et si jamais on a deux consonnes finales, le pattern se répète, tout simplement. Et donc du coup, la question c'est, on se retrouve devant ce mot, et là, on n'a rien écouté pour l'instant de ce que j'ai dit, on se dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce mot? Pas de souci, parce que si on a écouté un peu, on va pouvoir le décomposer. Donc déjà, on sait qu'il y a deux blocs. Donc, il y a deux syllabes. Ensuite, on décompose et on regarde, on voit qu'il y a 3 lettres à chaque fois par syllabe. Alors, je reconnais le reptile, c'est très bien d'avoir reconnu le reptile, donc tu sais déjà que ça se termine par un reptile, donc un L. Mais, spoil pas trop, hein, brûlons pas trop les étapes. Hein. Donc du coup, on analyse, la première lettre, c'est le chapeau. Donc, et le chapeau, je me souviens qu'en anglais, le chapeau c'est hat, et comme là il est en début de syllabe, c'est le son H et pas le son T, donc ça va être H. Ensuite, je regarde la voyelle, elle est verticale et elle tend vers la droite. Elle a un seul trait, donc cette voyelle c'est A. Ensuite, la consonne en bas, elle ressemble à un nez, donc c'est le N. Donc la première syllabe c'est Han. Et je pense que ça va pas être trop compliqué à deviner que
La deuxième syllabe, ça va être gueule, mais on va le faire quand même, hein, comme si on n'avait pas deviné. Donc, la consonne, bah, c'est celle qui a un toit, donc c'est la consonne couverte, c'est le ge ou le que. Donc ici, c'est ge. On a la voyelle complètement horizontale, donc le E. Et on a le reptile que tu avais reconnu, donc qui fait le son le, donc on a bien le mot hangul. Donc qui veut dire hangul tout simplement. Yes, on a appris à écrire un mot en coréen. Alors ce qui fait que Julia, je te laisse choisir un des 3 mots et tu essayes de me dire lequel c'est. Allez, on va faire un peu d'interaction dans le live, c'est sympa. Et moi, ça me permet de boire un coup parce que j'ai la gorge qui se dessèche. Et pendant ce temps, j'en profite pour regarder. Ah, apparemment, on est 3 viewers. Le dernier. Alors, le dernier, je t'écoute. Déjà, combien il a de syllabes? Enfin, après, t'es pas obligé de répondre à mes questions en direct. Hein. Tu peux faire ton raisonnement et me l'écrire au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'avec le temps de latence, des fois, c'est pas forcément super simple de réagir un peu comme ça sur. Alors, il y a combien de syllabes? Oui, il y a ce nombre de syllabes là. Donc, la première syllabe, combien il y a de lettres? Ah, ok. Et la première lettre, c'est quoi? Alors, déjà, il y a un G. Effectivement, la première lettre, c'est un G. Ensuite, c'est le 8, si je me rappelle bien. Alors, non, c'est pas le 8, parce que. Alors, attends, est-ce que je peux dessiner dessus? Est-ce que je peux surligner? Si je fais ça. Non, c'est pas une signature que je veux ajouter. Arrête, je veux faire du surlignage. Non, il veut pas me laisser juste faire du surlignage. Bon, bah, je suis tristesse. Oui, voilà, c'est le O. Ce que je voulais dire, c'est, je sais pas si tu vois le curseur, parce que je sais pas si j'ai activé le fait qu'on voit le curseur, mais tout ça, c'est le G, et là, c'est le O, qui est du coup détaché, avec du coup juste son unique trait qui pointe vers le haut. Donc du coup, la première syllabe, c'est ko. Alors effectivement, elle s'écrit go, mais elle va se prononcer ko. Ouais, c'est ça. Le V, c'est exactement ce symbole-là. C'est vraiment en fait, le V, c'est vraiment la combinaison entre E et I. Ensuite, on a un reptile, donc R, et je crois que c'est E. Alors, c'est presque E. Euh, alors, pas. Alors, je sais que c'est confusant, même si l'anglicisme n'est pas très beau, mais le E en coréen, il s'écrit E-O et pas O-E. Et c'est presque E. Regarde combien il y a de barres.
Ouais, c'est ça. Une barre, c'est la voyelle simple, et deux barres, c'est la voyelle, mais avec le y. Ça ressort les 5 minutes. Bah oui, encore, mais écoute, on fait on fait comme on peut pour occuper l'audience, hein. Et puis tu te ramènes que maintenant, toi. Putain, pour la peine, tu me traduis le premier. Non, et puis bon, après je t'en veux pas parce que j'ai envie de dire, c'est un truc comme ça, quand tu le pratiques pas au jour le jour, ça s'oublie vite. Je dois aller te bosser en plus, tu vas bosser à cette heure-là? Je l'ai pas fait avant. Eh bah écoute, bon boulot, bon courage, et bah merci d'être passé. Et vu que je vais sûrement restreamer bientôt, j'espère que tu pourras passer plus longtemps la prochaine fois. Merci. Et du coup, Julia, alors t'étais sur la bonne piste avec le E, mais du coup, donc vu qu'elle a deux barres, c'est Y en comme consonne. Comme consonne, comme voyelle. Le Y n'est pas une voyelle en coréen. D'ailleurs, en fait, enfin, le Y n'apparaît que dans les voyelles, mais n'est pas une voyelle. Il est vraiment là uniquement pour son son de consonne Y. Et donc du coup, ce mot mystère, donc le mot mystère est ah, c'est ça, donc c'est alors presque au niveau de l'orthographe, mais oui, c'est ça. Du coup, bah, je vais passer à la diapo suivante, comme ça on va révéler, et comme ça on va, pour ceux qui pendant la rediff auront cherché les autres si ça les amuse. Donc du coup c'est Koryo, donc qui est l'ancien nom du royaume, d'un des royaumes en tout cas de la péninsule coréenne, et c'est le mot qui a donné le nom Corée en français et dans la plupart des langues européennes, puisque en coréen, la Corée du Sud en tout cas s'appelle Mingguk. Avec donc Min, je sais plus ce que ça veut dire, et Guk, c'est le pays. Et donc du coup, bah, dans les deux autres, donc on avait Seoul, donc avec la première syllabe qui est se et la deuxième qui est ul, enfin ul plutôt, qui est la ville de Séoul. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde, c'est que en coréen, on a ces deux lettres-là qui sont ensemble et le U qui est vraiment tout seul pour faire le OU. Et en français, on a pris exactement la même orthographe, mais pour la prononciation, qui est très proche du coréen, on a le E qui est tout seul et le OU qui nous permet de faire le OU. Et donc le mot du milieu, c'est Perangse, qui veut dire donc du coup France. Parce que bah, vu que le coréen n'a pas de son
F. Ils adaptent comme ils peuvent, donc le son le plus proche pour eux, c'est le son P. Alors je vais pas forcément tous les mettre, je vais les laisser, je les laisse 10 secondes qui sonnent comme prank, c'est cocasse. Un petit peu, ouais, pranks. Donc, donc celui-là, c'est Kim Jong-un. Donc ça, c'est l'orthographe que j'ai mis en grand, c'est si on s'accorde au standard d'écriture sud-coréen, et si on regarde par rapport au standard d'écriture nord-coréen, donc il se prononce de la même manière, il se prononce Kim Jong-un, enfin Kim Jong-un, donc ça va être le président de la République populaire démocratique de Corée, donc Kim Jong-un. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que donc c'est un anglicisme et on remarque déjà que les deux premières syllabes, il n'y a qu'une voyelle et on a justement cette consonne neutre qui apparaît pour nous dire que là il y a une voyelle et c'est tout. Et donc c'est le mot ice cream, donc qui veut dire glace. Ouais, je les passe un peu vite. Les gens qui sont sur la rediff pourront s'amuser à mettre en pause pour chercher. Et donc, celui-là qui est super long, c'est le titre d'une chanson qui a un petit peu marché au début des années 2010. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà. Mais du coup, dans l'idée, on a le système d'écriture du coréen avec donc du coup son explication, son origine et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur voilà, sur la présentation, puisque là, voilà, c'est la dernière diapo, hein, il n'y a plus rien après ça. Donc, du coup, même si ce n'est pas un cours magistral, bien évidemment, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que qu'est-ce qui est à améliorer? Moi, je prends toujours les suggestions parce que j'ai envie de faire du contenu qui est intéressant à suivre et divertissant pour les gens qui veulent suivre le live sur Twitch. Kasamnida, oui, c'est littéralement merci. Eh ben écoute, si t'adores, moi d'une ça me fait super plaisir, hein, je vais pas mentir. Mais du coup ouais non je pense que je vais reproduire le truc avec d'autres sujets, hein, puisque j'en ai quelques-uns qui traînent dans les tiroirs, hein, de thèmes comme ça. Alors ils seront tous plus ou moins centrés sur l'Asie ou l'Extrême-Orient, puisque c'est par rapport à l'association à laquelle je fais partie, qui est l'association de culture du Japon. C'est super intéressant, c'est vachement plus agréable comme apprentissage que les bouquins. En vrai, je trouve que t'animes ça bien. Eh ben écoute, merci beaucoup pour le compliment. Je fais de mon mieux pour animer. En vrai, j'ai quand même, enfin, j'ai quand même été prof de mon état pendant 4 mois et t'apprends vite à animer parce que sinon tes élèves se font chier. Et je sais que c'est pas tous les profs qui savent animer un cours, hein, je sais, mais écoute, je prends très bien la remarque
la présentation est bien animée. Et je pense que c'est aussi plus détendu dans le format qu'un cours magistral. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je referai des trucs comme ça à l'avenir. Quitte à préparer des trucs uniquement pour les diffuser sur Twitch et pas forcément que ça soit des repompes. Là j'en ai quelques-uns en réserve, hein, comme j'ai dit, donc je peux encore alimenter quelques lives avant de vraiment avoir à produire quelque chose. Mais voilà. Et effectivement, le problème d'un bouquin, c'est que c'est écrit d'une façon. Donc si tu n'adhères pas à la manière et à la pédagogie avec laquelle le bouquin veut t'emmener, c'est compliqué. Alors que quand tu es en face d'une personne, la personne en face peut voir comment est-ce que tu réagis et peut adapter sa manière d'amener l'explication et d'amener l'apprentissage. Ce qui est un petit peu la base de la pédagogie, mais ça serait bien que l'éducation nationale mette un peu d'importance à apprendre la pédagogie dans le parcours des enseignants. C'est pas du vécu avec le Jap ou le russe, c'est pas vrai. Je parie que... en plus, j'ai pratiquement sous la main. Je parie que c'est un de ces bouquins. Hop là. Voilà. Par contre, je vais passer en retour caméra pour voir. Voilà. Voilà. Je parie que c'est un de ces deux bouquins-là. D'accord. Écoute, alors si jamais, c'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais perso, la méthode assimile, j'ai plutôt accroché à la méthode d'apprentissage. Mais voilà, ça demande du temps. Je sais que, par exemple, pour entretenir une langue, du genre une langue que tu as déjà appris avec des vrais cours, que ce soit des cours en ligne ou des cours en classe au lycée ou dans le supérieur, hein, bien sûr, pour entretenir une langue que tu as déjà appris, tu as Duolingo qui est pas mal, mais Duolingo ne fournit que on va dire de l'entraînement de vocabulaire et de l'entraînement de tournure de phrases, donc t'as pas vraiment de cours de grammaire, donc c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre une langue de ce point de vue-là, alors que Assimile est pas parfait, loin de là, mais je trouve que au moins leurs leçons sont structurées et mêlent habilement et vraiment à faible dose pour que ça soit pas indigeste, la grammaire et le vocabulaire. Et ça permet d'avoir des conversations qui ont l'air probables parce que Duolingo il te fournit des phrases. Moi j'ai envie de dire, quand j'ai commencé le néerlandais sur Duolingo, je me suis retrouvé avec des phrases du genre Olifanten liggen niet in België, qui veut dire il n'y a pas d'éléphants en Belgique. Enfin littéralement, les éléphants n'habitent pas en Belgique. Ah mais c'est Duolingo. Duolingo il fait des phrases pétées as fuck. C'est incroyable. Donc bref. Mais ouais, non franchement,
Alors, encore une fois, hein, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est pas comme si j'avais essayé d'apprendre plusieurs langues dans ma vie, hein. Mais si jamais ça t'intéresse, ou ça intéresse quelqu'un, mais que je connais IRL, hein, parce que je prête pas forcément mes bouquins au Kidam comme ça sur Twitch ou sur Twitter. Mais donc du coup, bah, j'ai le Jap, j'ai le russe, donc ça je sais directement que ça peut t'intéresser. Et après, si tu veux rester dans les langues, en le japonais non, mais si tu veux rester dans les langues européennes, j'ai le néerlandais et le polonais. Et après, si tu veux partir plus dans l'exotisme, j'ai le hongrois et l'arabe. Parce que ouais, j'ai pas fait d'études de langue, hein. Malgré les trucs de linguistique que je sors, j'ai pas fait d'études de langue. C'est que de l'autodidacte. J'ai 4 dictionnaires et j'ai 6 méthodes de langue. Alors c'est quoi du coup la troisième langue qui t'intéresse parmi celles que j'ai citées? Pendant que je range un peu ces bouquins. Hop là. Et ça vient après N. Je me dis ça va être très intéressant de me voir me pencher comme ça à la caméra. Mais tant pis. Voilà. Là, c'est rangé. Jap et russe of course, et en vrai l'arabe ça fait un moment que j'aimerais me pencher un peu dessus. C'est vrai que moi il y a un truc que j'aimerais énormément apprendre, même si c'est pas forcément la langue arabe, et que ça soit l'arabe standard ou un des multiples dialectes de l'arabe qui existent, même si c'est, je pense que à terme j'essaierai d'apprendre. Je dis pas que j'apprendrai, mais j'essaierai d'apprendre parce que c'est une langue qui est vraiment super intéressante et qui a des constructions super intéressantes. Ce que j'aimerais bien apprendre, déjà pour commencer, c'est un peu là, comme de la même manière que j'ai appris le hangul, mais que je ne connais pas encore le coréen. J'aimerais apprendre l'abjad arabe avant déjà de parler arabe. Parce que c'est une des choses que je n'aime pas avec les systèmes d'écriture que je ne sais pas lire, c'est que même si je ne parle pas la langue, si c'est écrit en alphabet latin ou dans un alphabet que je sais lire, ça fait quand même des sons dans ma tête. C'est pas forcément les vrais sons de la langue, mais ça fait quand même des sons dans ma tête. Et quand je vois un texte en arabe, ça ne fait aucun son dans ma tête et ça me frustre. Bon. Du coup, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres remarques? C'est pas forcément sur la présentation, hein, ça peut être ça peut être juste pour le live. Sinon, je pense qu'on va doucement finir le live parce que je commence à fatiguer au niveau de ma gorge. La prochaine fois que je pars en live, j'en ai encore aucune idée. Je pense que je vais laisser passer le week-end, donc ça sera sûrement peut-être lundi.
mais je promets pas. Mais en tout cas, je pense quasiment sûr dans le courant de la semaine prochaine et toujours 20h30, hein, toujours mettre les pendules à l'heure à 20h30. Et je ferai peut-être un sondage par contre ce week-end pour voir s'il y a un sujet qui intéresse plus de gens, s'ils peuvent venir, du coup voilà. Parce que là voilà, je voulais tester un peu le concept des présentations que j'avais déjà faites devant un amphi. Et ça a l'air de marcher, donc on peut, je pense qu'on peut partir sur quelques autres comme ça. Mais donc du coup voilà, j'ai pas encore la date, voilà, j'ai pas encore la date du prochain live. Dans le courant de la semaine prochaine, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et bien dans ce cas, on va se dire au revoir gentiment. Donc ouais, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Passez une bonne soirée, un bon week-end. Merci d'avoir été là. Donc Julia, merci pour tout du long. Merci à ceux qui sont passés hein, entre temps. J'ai pas vu non plus trop le compteur s'affoler, mais faire tes lives à 3 à 4 personnes, hein, ça me dérange pas. Hein. C'est toujours intéressant de dialoguer avec des gens. Et du coup, ouais, à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Ciao.